Donc moi, j'étais là et je devais rigoler, mais en vrai, au fond de moi, j'avais envie de mourir, j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, je me rends compte, plus je grandis, que c'est partout, le harcèlement. Paola Locatelli, comédienne et créatrice de contenu, a été choisie pour devenir la nouvelle ambassadrice d'UNICEF France. Après presque 10 ans d'activité, la jeune femme de 20 ans publie aussi son premier ouvrage, Le cœur engagé. C'est de ses multiples engagements qu'elle est venue nous parler, mais aussi de sa relation aux réseaux sociaux et son parcours plutôt hors norme. Paola, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler avant tout de votre nouveau rôle d'ambassadrice de l'UNICEF. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenue ambassadrice ? Alors déjà, il faut savoir que la cause des enfants m'a toujours tenue à cœur. Et pour moi, l'UNICEF, c'est vraiment la référence en termes de protection des enfants les plus vulnérables. Donc il y a 2 ans, je les ai contactés pour m'engager à leur côté. Et pendant 2 ans, je suis devenue une personnalité amie de l'UNICEF. Donc on a fait beaucoup de sensibilisation. Et au bout de 2 ans et demi, ils m'ont proposé de devenir ambassadrice de l'UNICEF France. Ce à quoi j'ai été très honorée. Et je suis allée sur le terrain il y a quelques mois à Bertoua au Cameroun. Dans une vidéo, on voit quelques images de l'aventure. On vous voit découvrir notamment certaines classes qui sont parfois fréquentées jusqu'à 120 élèves. On vous voit assez choqué de la nouvelle, ce qui est normal. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce voyage ? En effet, quand j'ai appris qu'il y avait 120 élèves dans des classes, parfois même plus, hein, j'en ai vu une avec 185 élèves, c'est bouleversant. Et c'est triste de voir autant de précarité et de se dire que des enfants n'ont pas accès à l'éducation ou à un bon apprentissage, en tout cas à l'école, l'accès à l'eau potable dans les foyers. J'ai rencontré aussi beaucoup de communautés de femmes, de jeunes filles qui ont vécu des mariages forcés, des grossesses précoces, qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'elles doivent s'occuper de leur foyer, etc. Donc je dirais la précarité et le confort et l'accès à l'éducation et à la santé. Quels sont les mots des enfants qui vous ont le plus bouleversé ? Ce qui m'a le plus bouleversée, je pense que c'est le fait que des enfants soient bouleversés et choqués de savoir qu'ils ont accès à l'eau potable au sein de leur école. Pour nous, c'est normal, c'est même pas une question qu'on se pose, alors que là-bas, c'est pas forcément quelque chose de logique. Et justement, l'UNICEF a mis en place plein de programmes WASH dans 58 écoles sur 1878. Et donc, du coup, les enfants ont accès à l'eau potable et à l'assainissement parfois. Quelle est la plus grande différence avec votre vie à vous ici ? La précarité, le confort, l'accès aux soins et à la protection. J'ai entendu des histoires atroces de jeunes femmes de mon âge, quoi, même plus jeunes. Il y en a plein qui sont pas du tout protégées, quoi. Vous étiez déjà active aux côtés de l'association AIDA depuis plusieurs années. D'où vient cette envie d'engagement que vous avez depuis toute petite au final ? Alors j'ai écrit un livre par rapport à ça qui s'appelle Le cœur engagé, qui est sorti l'année dernière. J'ai toujours voulu m'engager depuis que je suis toute petite parce que je vois ma mère le faire et tout ça, donc ça c'est vraiment dans mon éducation, je pense. Et c'est un besoin vital un peu pour moi, de me sentir utile, de devoir aider, mais pas forcément de manière financière, hein, parce que quand j'avais 12 ans, j'avais pas d'argent, mais donner du temps, un sourire. Ça vient vraiment de votre maman ? Ça vient de ma mère, ça vient de ma famille, ça vient de mon père aussi, ça vient de... Je sais pas, c'est normal. Pour nous, c'est normal d'aider les gens, quoi. Il était donc presque évident pour vous d'écrire ce livre, Le cœur engagé, justement, on va y venir. Dans ce livre, on retient, comme vous le disiez, que l'engagement est multiple. C'est pas seulement auprès d'une association, c'est pas seulement aller sur le terrain. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire aux gens qui ont envie de s'engager dans des actions simples ? Il faut voir ce mot d'une manière hyper positive et beaucoup plus légère. L'engagement, c'est pas que aller dans la cité du Cameroun. L'engagement, c'est plein de petites choses du quotidien. Comme par exemple, je sais pas des exemples trop bêtes, mais manger moins de viande, faire moins de lessive, je sais pas. Mais il y a plein d'actions comme ça, où tu t'engages quoi qu'il. Un de vos premiers engagements a été pour le mouvement Black Lives Matter. À l'heure où de nombreux sujets complexes divisent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous autorisez à parler de tout ? Je fais toujours attention à ce que je dis, parce que les gens sur les réseaux interprètent tout mal. On va tout de suite te mettre dans une case de « Ah ouais, ok, elle est raciste. Ah ouais, ok, bah, ça veut dire qu'elle est contre une communauté, contre une religion, etc. » Alors que pas du tout. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Mais je m'interdis rien du tout, hein, pas du tout. Voilà. Non, je dis toujours ce que je pense, ça c'est sûr. Entre le mouvement Black Lives Matter et aussi ce premier voyage au Cameroun, on comprend que la cause noire fait partie de vos engagements forts. Dans votre livre, vous évoquez vos cheveux texturés et les critiques que vous avez subies plus jeune en raison de cette différence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les mentalités ont évolué à ce sujet et que les jeunes filles d'aujourd'hui sont peut-être moins impactées par ce genre de sujet ? Justement, ça a évolué grâce aux réseaux sociaux beaucoup, grâce aux nouveaux films Disney, dessins animés, l'inclusivité. Moi, quand j'étais petite, il y a 10 ans, il y avait un film Disney où il y avait une noire et encore j'étais une light skin, la princesse et la grenouille, où je m'identifiais à elle. Et sinon, il n'y avait pas forcément de princesse Disney noire. Donc je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup évolué. Moi, j'en vois plein, hein, des filles qui viennent me voir et qui me disent oh, j'arrive pas à assumer mes cheveux, comment je fais, machin. Donc je leur donne des conseils. Mais avant, c'était pire. Et qu'est-ce qui vous a permis, vous, d'assumer vos cheveux ?
Ça a été un long chemin, l'acceptation de mes cheveux. Parce que moi, je viens de Vincennes, primaire, enfin même maternelle, primaire, collège. On était 3 à avoir les cheveux bouclés. Mais j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi, qui les assumait pas. Mais à ses 18 ans, elle a commencé à les assumer, à laisser ses cheveux, que je trouvais trop beaux et tout. Donc j'ai voulu faire comme elle, puisque ma sœur, c'est mon modèle. Donc j'ai voulu faire comme elle. Après, j'étais toujours été extrêmement fan de Rihanna, toutes ces personnalités aussi, oui. Elles avaient des coupes de cheveux trop belles, elles laissaient leur afro et tout. Et aussi la génération YouTube. Moi, je regardais beaucoup YouTube il y a 10 ans. Shira Kariansky, youtubeuse que je suivais beaucoup avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des cheveux bouclés, c'était beau. Je ressemblais pas à un caniche, quoi, comme les gens me disaient ça à l'école. Je ressemblais à un caniche et une serpillière. Et j'ai réussi à les aimer. Vous l'avez retrouvé, le garçon qui vous a comparé à un caniche? Ouais, maintenant, en plus, c'est mon collègue. Genre, je le croise souvent quand je retourne vers chez ma mère à Vincennes. Et on en rigole de ouf, quoi. On était petits. On a l'impression que les mentalités évoluent et pourtant, notre nouvelle Miss France, Angélique Angarny-Philippon, et Bonnie, qui est finaliste de la Starac, ont encore à affronter de nombreuses et vives critiques, ce qui met en avant plus que jamais le concept sociologique de misogynoire, une misogynie raciste. Qu'est-ce que de tels comportements vous évoquent? Moi, quand je vois ça sur les réseaux, j'ai envie de tout couper, de partir loin sur une île. Parce que je me dis, c'est incroyable. Ça révèle juste la persévérance, justement, de la discrimination, de la misogynie, de la misogynoire. Quand t'es une femme, quand t'es noire, voilà ce qui se passe. Et c'est horrible. J'ai vu qu'elles ont porté plainte, les filles. Et évidemment qu'il faut le faire, il faut se battre contre ça tous les jours. Tous les jours, il faut se battre contre ça. Faut jamais lâcher. C'est un combat d'une vie. Et c'est hyper triste, qu'en 2025, ça existe encore. Je vois toujours plein de critiques passer dans mes DM, sur Twitter. Je fais en sorte de pas trop les regarder. Donc, j'ai supprimé mon compte Twitter, par exemple. Parce que je me faisais beaucoup harceler sur cette plateforme. Donc, j'ai supprimé Twitter. Donc, ça, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai toujours été dans un mood où à chaque fois, je me faisais interviewer. Je disais tout le temps, je m'en fous des critiques. Ça me passe au-dessus, machin. Non, c'est faux, ça me passe pas au-dessus, ça me rend triste, ça me met mal. C'est normal, on est tous humains, on a tous des émotions, donc ça fait mal quand on voit des gens te critiquer. Faut savoir passer outre, quoi. Et même 10 ans après, est-ce que ça continue à t'atteindre pareil qu'à l'époque ou un peu moins? J'ai l'impression que c'est pas que ça m'atteint plus maintenant, mais que ça m'atteint d'une manière très différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je le faisais d'une manière extrascolaire, parce que j'étais passionnée par ça, mais j'allais à l'école, je faisais mes études, je voulais faire une école de commerce. Enfin, c'était quelque chose que je faisais à côté aujourd'hui. C'est mon travail, c'est 100% de ma vie. C'est pas que ça m'atteint plus, mais c'est que j'ai plus peur parce que c'est une responsabilité tout autre. Et quand je reçois des messages, puisque aujourd'hui, voilà, je me construis en tant que femme. Je suis plus une adolescente, je suis plus un enfant, je deviens une adulte. Je suis plus protégée par le fait que je sois mineure à l'école, chez ma mère. Enfin, voilà quoi. Vous avez dit que vous avez coupé Twitter, mais vous avez aussi coupé YouTube pendant près de 4 ans. Vous venez d'y revenir. C'était une décision plutôt radicale, mais est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? C'était une décision radicale, mais nécessaire, parce que je l'ai fait sans même m'en rendre compte. Je continue à faire plein de vidéos, mais juste je les postais pas. Parce que je voyais juste, quand je pensais à YouTube, je voyais juste 1000 commentaires horribles qui venaient dans ma tête, et j'arrivais pas à faire face à ça. Et à un moment donné, j'ai dit, guys, ça me manque trop. Je reviens dans la course. Et je suis revenue il y a 1 an, et c'est la meilleure décision de ma life, c'est trop bien. Mais ouais, je voulais pas. J'ai arrêté pendant 4 ans. Donc, dans Cœur engagé, vous évoquez aussi un autre sujet important, les relations toxiques et les violences conjugales. Vous en avez été vous-même victime à l'adolescence. Pourquoi était-ce important pour vous d'en parler? Et pouvez-vous nous raconter comment vous êtes retrouvée dans une telle relation? C'était hyper important pour moi d'en parler dans mon livre. Moi, quand j'ai vécu ces violences-là, j'avais 16 ans. Enfin, la première violence que j'ai vécue, c'était quand j'avais 16 ans. Après, ça a continué jusqu'à mes 18 ans, mais c'était quand j'avais 16 ans. Et je me sentais très seule, parce que j'en parlais pas. Je l'ai pas dit à mes copines pendant 2 ans, je l'ai pas dit à mes parents pendant 2 ans. Et j'avais aucune figure. C'est-à-dire que pour moi, les violences conjugales, c'était forcément des adultes. Et puis, pour moi, une femme battue, c'était une femme qui avait une boule au ventre, qui rentrait chez elle, qui se faisait battre, qui saignait, qui se faisait menacer tous les jours, etc. Donc, j'avais aucune figure. Et pour moi, ça n'existait pas une meuf de 16 ans qui se faisait frapper par son mec, parce que j'en connaissais aucune. Donc, quand j'ai commencé à écrire mon livre, quand j'ai eu cette séance d'écriture, je me suis dit, OK, il faut absolument que j'en parle, parce qu'il faut absolument que je sois cette figure-là. Mais je l'ai vraiment fait pour les jeunes filles, quoi. Pour les filles, dans mon cas. C'est vraiment pour elles que j'ai fait ça. Et vous n'avez pas été amenée à porter plainte ou il n'y a pas eu de suite derrière cette Si, j'ai histoire? porté plainte, bien sûr, j'ai porté plainte il y a 3 ans. Et j'ai reçu l'appel du commissariat il y a 2 mois. Bonjour, on a reçu votre plainte.
d'il y a 2 ans. En 2 ans, j'aurais pu me faire tabasser, j'aurais pu mourir, Et j'imagine, moi, c'était mon cas, mais j'imagine des femmes qui se font tabasser tous les jours, qui vont porter plainte, et en fait, la plainte, elle arrive 2 ans après. Bah, évidemment qu'il y a des féminicides. Enfin, parce que personne s'en occupe, en fait. Dans votre livre, vous revenez sur vos débuts à 11 ans, ce bad buzz qui vous a fait connaître. Vous racontez aussi les critiques qui ont découlé et comment certains professeurs se sont mis du côté des harceleurs. Moi, c'est vraiment la partie qui m'a choquée. Comment ont réagi vos parents à cette époque? Mes parents, ils m'ont toujours soutenue, et ça a été la bénédiction de ma vie. J'ai jamais senti un jugement dans le regard de ma mère, dans celui de mon père, ma sœur, mon frère. Enfin, j'ai toujours été vraiment soutenue par ma famille proche. Pendant mon harcèlement, quand j'étais au collège, quand j'ai sorti cette fameuse vidéo, pareil, moi, ce qui m'a le plus choquée et bouleversée, c'était la réaction de la CPE, la réaction des surveillants, la réaction des professeurs. Parce qu'il y a encore des élèves qui harcèlent. C'est horrible, c'est dramatique, c'est abominable, mais on est des petits, des adultes qui participent à l'engouement de l'harcèlement d'une jeune fille. Ça, c'est vraiment, mais vraiment abominable. J'allais en classe de permanence quand des profs, ils étaient pas là. Et le surveillant, il faisait l'appel et il appelait tout le monde par leur prénom. Et moi, il m'appelait celle qui mange ses ongles de pied pour faire rire toute la permanence. Donc moi, j'étais là et je devais rigoler. Mais en vrai, au fond de moi, j'avais envie de mourir. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, je me rends compte, plus grandi, que c'est partout, le harcèlement. Dans le monde du travail, dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de la vie. Enfin, il y a des harcèlements partout. Je connais plein de gens qui sont harcelés et qui sont même pas qui ont même pas Instagram. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix. Parce qu'il y en aura toujours des jaloux et des traqueurs. Toujours. Avec ce que vous avez vécu, votre parcours et votre expérience, est-ce que vous feriez le choix d'éloigner vos enfants des réseaux sociaux ou au contraire de leur laisser une grande liberté? C'est incohérent et je trouve un peu malsain même d'empêcher ces enfants d'avoir accès à Internet, parce qu'aujourd'hui c'est littéralement impossible. Internet fait grandement partie de notre société. En revanche, c'est important d'avoir un œil sur le téléphone de ses enfants. Alors, je ne dis pas qu'il faut être intrusif et fouiller dedans, pas du tout, mais ça peut vite devenir quelque chose de dangereux aussi, Internet. C'est malheureux, mais moi j'ai remarqué que les parents qui interdisent Internet à leurs enfants, malheureusement ces enfants du coup ils sont un peu déconnectés, et donc des fois il y a des causes d'harcèlement, etc., par rapport au fait que ces élèves soient différents, alors que non, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément accès aux mêmes choses, ou pas accès à un téléphone, mais ça crée des différences. Vous racontez également que votre célébrité a eu un impact sur votre famille et que même vos parents ont été harcelés. Comment ça s'est traduit, ce harcèlement, et comment vit-on le fait qu'on soit, entre guillemets, la cause du harcèlement qui arrive jusqu'à nos parents? Ouais, moi mes parents ils se sont fait harceler de manière très différente. C'est-à-dire que ma mère, c'était plutôt au travail, qu'on lui disait, voilà, de toute façon, maintenant, grâce à ta fille, t'as tout. Enfin, tu sais, de l'harcèlement un peu des gens qui étaient jaloux de ma mère parce que c'était ma mère. Et mon père, ouais, il y a eu une histoire, là, et ça, c'est un fou rire. Il y a quelques mois, où une fille, elle a raconté n'importe quoi sur moi sur Twitter. Du coup, j'ai répondu en mode, juste pour remettre les choses au clair, parce qu'elle disait que je venais d'une famille multiriche dans une villa et tout, hyper faux, genre. J'ai grandi dans un HLM avec ma mère qui gagne le SMIC, enfin, donc elle disait n'importe quoi. Donc moi, je me suis juste défendue. Et les gens, ils sont allés sur le LinkedIn de mon père, ils ont commencé à fouiller où est-ce que mon père, il travaille. C'est le père d'une meuf que tu connais même pas, que tu trouves sur LinkedIn et tout. C'est affolant. Après, de savoir que c'est à cause de moi, c'est pas du tout à cause de moi, c'est juste que les gens sont fous. Vous parlez de la santé mentale, un sujet qui a été longtemps minimisé, mais pourtant tellement important. Et vous évoquez aussi les manières de se faire accompagner. Quelles sont, vous, les solutions que vous avez essayées? Est-ce que vous avez déjà été suivi par des professionnels, par exemple? Déjà, c'est un sujet qui s'est beaucoup démocratisé depuis quelques années, et je trouve ça super parce que on a tous une santé mentale. Sans santé mentale, on n'a pas de santé physique. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des coachs de vie, j'ai fait de l'hypnose aussi un peu. Avant, je me disais, ça sert à quoi d'aller voir un psychologue, alors que moi, je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup. Dès que j'ai un mini problème, dès qu'il y a un mini truc qui me tracasse, je le dis à toutes mes copines, j'appelle toutes mes copines, j'en parle. J'ai aucun problème à en parler. J'ai aucun problème avec la communication et tout, je garde rien pour moi. Et moi, même si je suis hyper transparente avec mes amis et que je suis hyper sincère et que je dis la vérité et tout, donc il y a des tournures de phrases, des mots qui vont changer, alors que devant ton psychologue, tu t'en fous en fait. Tu te livres, tu livres ton cœur, tu livres ton âme. C'est exactement comme si tu étais seule face à toi-même. Et faut le vivre pour le comprendre. Mais vous extériorisez beaucoup et en même temps, la relation toxique que vous avez vécue, vous n'avez pas réussi à en parler à des copines. C'était la possibilité de décevoir vos amis ou c'était parce que vous ne voulez pas admettre ce qui se passait? Pendant 2 ans, j'en ai pas parlé parce que je me disais que si j'en parlais, j'allais être dans l'obligation de le quitter. Je voulais pas du tout admettre ça. Je voulais absolument pas le quitter. Je n'ai rien dit, puis après, je me disais que quoi qu'il arrive, il allait changer, que ça allait jamais se repasser. Et en fait,
On te touche une fois, on te touche toute ta vie. Hein. Ça, c'est niet, ça, c'est sûr. Faut juste sortir de là, quoi. Mais c'est dur. Quand t'es sous l'emprise de quelqu'un, tu te rends pas compte. Moi, c'était mon premier amour, je connaissais pas du tout l'amour. En plus, moi, mes parents, ils sont pas ensemble depuis que je suis toute petite, donc j'ai jamais eu de figure. Ma mère, elle a jamais été en couple devant moi. Mon père, il a toujours habité loin de moi, même s'il a une femme, je les voyais pas vraiment ensemble. Donc je savais pas ce que c'était l'amour. Pour moi, c'était ça, quoi. Tout ce que vous entreprenez est un succès et ces succès vous apportent un confort de vie. Vous êtes autonome financièrement, vous avez dit que c'était important pour vous et on imagine que vous faites aussi profiter vos proches. Quel est le plus beau cadeau que vous êtes fait et que vous leur avez fait à eux? C'est une chance d'être indépendante financièrement parce que j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, je demande pas à mes parents d'argent, donc c'est une chance inouïe. Et puis surtout, moi, encore une fois, je viens pas du tout d'une famille riche, alors je me suis jamais dit que ça allait exister, tout ça. Mais ce qui me rend hyper fière du fait que je suis indépendante financièrement, c'est surtout que j'offre aussi une certaine liberté à ma famille. Ma mère, elle a plus à se poser de questions sur comment payer le loyer. Et puis aussi les souvenirs que j'ai pu créer avec ma famille et mes amis. Je vais au ski avec mon père et mon frère et ma sœur tous les ans. Donc c'est des souvenirs indélébiles pour moi, parce que je les vois pas forcément souvent, vu que ma sœur et mon père et mon frère habitent pas du tout à Paris. C'est des voyages que vous auriez pas pu faire si vous aviez pas la carrière. C'est vrai que vous j'aurais avez. jamais fait ça. Genre, je serais jamais partie à Miami avec ma mère et ma sœur pendant 2 semaines en mode ouais, YOLO. Enfin, jamais, ça coûte trop cher. Avec mes meilleurs amis, on part tout le temps en vacances. On fait plein de choses, on sort, on fait des restos, on fait des soirées à la maison. Le fait que j'ai mon appartement, du coup, tous mes potes viennent à la maison, du coup, on fait des soirées à la maison, des discussions, des conversations. Et tout ça, des fois, genre même hier, j'étais avec toutes mes copines à la maison, on jouait à des jeux de société et tout machin. Et je me disais, c'est trop bien, parce que en vrai, si j'avais pas mon appartement, on n'aurait pas fait ça. Et donc ça, c'est des souvenirs, et donc ça, c'est trop bien. Voilà, j'étais contente. Est-ce que chez les influenceurs, il y a aussi une disparité salariale homme-femme, comme encore dans un trop grand nombre de professions? Pas dans l'influence. Justement, dans l'influence, on est beaucoup plus de meufs. On va plus faire de la promotion pour des vêtements, des produits, des machins, des voyages et tout. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même plus de jobs. Et puis aussi, sur les réseaux, au niveau des statistiques, il y a beaucoup plus de femmes. Moi, par exemple, sur mon compte Insta, j'ai genre 70% de femmes, 30% de mecs. Mais non, et je crois qu'il n'y a pas de différence salariale. Enfin, je sais pas, en fait. En comparaison avec des amis à toi qui seraient influenceurs, les femmes, vous gagnez plus? C'est pas qu'on gagne plus, ça dépend. Enfin, c'est pas une question d'être une femme ou un homme. C'est une fonction de tes statistiques, tes abonnés, ta notoriété, ton engagement. Okay. Mais j'ai pas l'impression que ce soit en fonction d'être un mec ou une meuf, non. Vous avez l'air de régaler toute la famille. Vous avez un poids sur les épaules de porter une famille entière au final, un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois que tout s'arrête? Ouais, j'ai peur que tout s'arrête. Quoi qu'il arrive, c'est éphémère tout ça. Les réseaux, Instagram et tout, dans 10 ans, ce sera autre chose et tout, mais je vais me renouveler. Y a pas de souci. Pas de souci, je serai toujours dans le game. Moi, j'adore l'art, j'adore la peinture, j'adore la musique, j'adore la danse, j'adore la sculpture, j'adore la culture aussi. Donc, quoi qu'il se passe, si même Instagram n'existe pas et tout, je ferai un métier artistique, je pense. Tout est loin de s'arrêter pour vous. En avril prochain, vous êtes à l'affiche du film Rapide, une vie à 100 à l'heure en vrai et en fiction, puisque vous incarnez une pilote qui serait championne de Formule 1. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce film? Et j'ai cru entendre tout à l'heure, mais est-ce que vous avez réussi à avoir le permis depuis? Cette histoire de permis, elle est hilarante. Alors en fait, j'ai tourné ce film l'année dernière. Ça a été un long tournage avec Alban Lenoir, Anne-Marie Vin, Rick Clève et Tchiki Cario. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Max, qui rêve de devenir pilote de Formule 1. Elle rencontre un ancien pilote de Formule 1 qui va l'aider à revenir sur le circuit. Et ça parle d'une jeune fille ambitieuse, passionnée, déterminée, qui a pas peur. Et du coup, j'ai mis beaucoup de ma personne dans ce projet, même si j'ai dû m'inspirer de beaucoup de choses autour aussi. Ça a été un projet, c'était mon plus gros projet, je pense, de ma vie. C'était très long, c'était très intense, mais c'était génial. J'ai vu le film il y a quelques semaines, en projo. Le film, il est trop bien, et c'est un projet que je porte et que je défends. Et il y a une trop belle morale à la fin. Et il sort le 16 avril au cinéma. Et qu'il plaise ou non, moi, je suis très fière de moi, et c'est rare que je sois fière de moi, et là, je suis fière de moi, donc c'est cool. Et le permis? Et le permis, c'est une longue histoire, ça. Ça, c'est une très, très longue histoire. Non, mais en gros, je l'ai eu. Après, il y a eu un petit problème, mais... Donc, vous l'avez eu, finalement? J'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis, mais après, j'ai eu un problème avec mon permis. Mais je vais le récupérer bientôt. Une perte de points? Ouais, une perte de points. Grosse perte de points.
Quels sont vos prochains projets avec l'UNICEF et est-ce que vous avez de nouveau des voyages prévus dans les mois à venir? Évidemment qu'il y a plein de projets avec l'UNICEF, notamment par rapport à la malnutrition des enfants. On a fait un projet trop cool qui sortira en mars. Et puis il y a plein de projets de sensibilisation. On va encore parler de la santé mentale, des émotions, des jeunes, de la protection des enfants, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé. Évidemment, de toute façon, l'UNICEF, ça fait partie de mon quotidien. Et après, sur le terrain, moi, j'adorerais retourner sur le terrain, mais je crois que c'est tous les 2 ans avec l'UNICEF. Moi, j'espère que je vais pouvoir y retourner aussi de mon côté cette année, avec une autre association. Peut-être aller dans un autre pays, j'aimerais bien aller en Asie. Après, des voyages prévus, non, beaucoup dans le travail, mais personnel, je vais y réfléchir bientôt. Ok. Merci beaucoup. Merci.